Voilà, vous le savez très bien, le Parlement, au mieux l'Assemblée nationale, a déjà débuté avec le processus de désignation des membres de la CENI, et ce, malgré les réticences de certaines de la classe politique congolaise, particulièrement de la société civile, qui parle d'une loi plutôt très politisée, ou qui politise encore davantage la CENI. On en parle encore une fois, et cette fois avec un grand écrivain, un intellectuel congolais, en la personne de M. Mbonigaba Modeste. Bonjour et bienvenue à vous. Merci, bonjour à vous aussi. Je vais vous présenter un peu brièvement. Vous êtes auteur, écrivain d'une trentaine d'ouvrages, articles et autres communications sur les élections, la démocratie et le développement en Afrique. Donc le sujet sur la CENI, les élections vous concerne, vous intéresse. Vous en connaissez quelque chose parfaitement, je peux dire ainsi. Modestement, je peux dire qu'effectivement, je suis quand même parmi ceux qui s'intéressent de façon particulière aux élections en Afrique, depuis, même avant le discours de La Baule. Le discours de quoi? Pardon. De La Baule, de M. Mitterrand, qui a en quelque sorte encouragé les régimes africains qui étaient dictatoriaux à l'époque, de démocratiser pour espérer bénéficier de l'aide au développement. D'accord. Vous êtes également, je préfère le dire aussi, vous avez été étudiant à l'Ouvanium, de la dernière promotion de l'Ouvanium, et président honoraire des anciens étudiants de l'Ouvanium, UNASA, etc. J'aimerais bien que l'on parle largement, mais aujourd'hui, ce n'est pas question. On va parler des élections avec vous. Première question, pensez-vous, comme certains politiciens ou comme la société civile, que la loi sur la CENI, promulguée par le chef de l'État, n'a pas résolu le problème de la dépolitisation de la centrale électorale? Bien, avant de vous répondre, je voudrais vous dire que, en fait, notre malheur, nous, Congolais, c'est de ne pas avoir ce qu'un ami appelle la conscience historique. C'est-à-dire, on ne fait pas attention à ce qu'on a fait hier pour se demander qu'est-ce qu'on peut corriger là-dedans pour aller de l'avant. Oui, donc, du coup, on est appelé à répéter les mêmes erreurs. Lorsque vous prenez le processus électoral a démarré en 2005 ici, avec le référendum constitutionnel. Et puis 2006, il y a eu les élections générales. Eh bien, il y a eu des choses qu'on devait normalement corriger. On a vu que ça ne s'était pas tout à fait bien déroulé. Au lieu de se pencher sur ça pour voir comment améliorer pour 2011, vous étiez déjà certainement adulte. À l'âge de voter. À l'âge de voter. Eh bien, vous avez remarqué qu'en 2011, c'était pire qu'en 2006. Il semble qu'on est allé trouver des bulletins dans des bananeries. On ne peut pas. Donc, quelque chose de très chaotique. Ça, c'est 2011. En 2018, alors là, vraiment, c'était le comble, n'est-ce pas? Avec les glissements qu'on a connus tous. D'abord, il y a eu des glissements parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur le respect du calendrier déjà. On n'a pas pu respecter le calendrier. Mais il y a eu d'autres contraintes, notamment l'incursion des forces rebelles qui a fait en sorte que l'État ou le pays n'avait pas assez d'argent pour organiser les élections dans le délai. Ça, c'était la version officielle. Mais les gens ont compris que c'était une façon de gagner du temps, tout simplement. Parce que justement, lorsqu'on est organisé, on n'attend pas le dernier jour pour dire tiens, mais on n'a pas d'argent. Ça se planifie. On se dit, bon, si les élections doivent nous coûter autant, il faut que chaque année, on mette de côté une quotité pour arriver à être prêt le jour du vote. Et cette quotité, on n'y touche pas quand il y a l'effort de guerre qui est présenté de l'autre côté, par exemple. Eh bien, l'effort de guerre, bon, ça peut se défendre, mais tout ça est très complexe. Ça montre que, en fait, nous avons eu dans notre pays beaucoup de choses qu'on aurait pu éviter. Parce que justement, cette guerre-là, moi, vous avez dit que moi, j'ai réfléchi sur les élections, la démocratie et le développement. La démocratie, si elle n'est pas la vraie, qui amène à la bonne gouvernance globale,
Parce qu'il ne peut pas y avoir de guerre s'il y a une bonne gouvernance globale. Hein. Ça, il faut le savoir. Ouais. C'est parce qu'il y a mauvaise gouvernance dans certains secteurs que ça crée des mécontents. Et les tireurs de ficelles qui sont à l'affût se disent, tiens, là, il y a des mécontents qu'on peut organiser pour créer des groupes armés, etc. C'est comme ça que ça se passe. Dans un pays bien organisé, où la gouvernance est au top, c'est difficile de créer des groupes armés. Parce que tout le monde sent que la gestion du pays est au bon niveau. Donc ça, c'était pour répondre un peu à ce que nous avons dit au départ. Donc en 2011, des élections plus chaotiques qu'en 2006, et en 2018, là c'est vraiment pratiquement tout le monde qui se dit, non mais attends, des gouverneurs qui sont élus comme ça, hein, parce qu'il a acheté quelques députés, des sénateurs, n'en parlons pas, au point que tout le monde, même le président de la République, a dit non, il ne faut plus jamais revenir à ça. N'est-ce pas? Donc il y avait comme un consensus général sur l'idée qu'il faut tout revoir. Le système électoral doit être revu de fond en comble pour espérer avoir enfin des élections qui soient paisibles et qui rassurent tout le monde. Oui, la conscience historique, c'est aussi se dire que les élections se rapprochent. 2023, ce n'est plus loin. Le chef de l'État a promulgué cette loi sur la CENI et déjà le Parlement s'est mis à pied d'œuvre pour essayer de désigner des membres. C'est aussi cela. Pour gagner du temps, oui, mais pour ne pas avoir des excuses au jour J. Ça veut dire qu'on ne peut pas continuer, justement. Voilà, donc depuis 2006, on a accumulé des erreurs, mais on refuse de regarder de ce côté-là. On dit non, nous on continue. Bon, comme c'est le cas maintenant, on dit bon, 2023, c'est la date butoir, il faut absolument qu'on organise quoi qu'il arrive. Bon, moi je trouve que ce n'est pas une bonne méthode. Il a fallu s'arrêter pour se dire, bon, la population congolaise veut qu'on ait des élections crédibles, qui soient effectivement transparentes et qui produisent. Parce qu'une démocratie, c'est quand même une sélection. Les élections, c'est quand même une sélection. Ce n'est pas seulement aller déposer un bulletin dans l'urne comme ça. Non. Chaque individu qui a un bulletin de vote veut donner un sens à ce bulletin de vote. Et pour lui, ce bulletin de vote, c'est la manière de donner sa vision du monde qu'il veut pour lui et pour ses enfants. Ce n'est pas un jeu comme ça où on fait comme du folklore, on dit bon, ce tour-ci c'est qui? Non, on cherche à choisir les meilleurs. Alors, il y a une personne dont on parle un peu plus maintenant, que l'opinion nationale commence à découvrir. Il est bien connu dans la sphère politique, même de la justice internationale, Maître Reti Amouli. J'avais reçu des étudiants, il n'y a pas très longtemps, qui ont parlé de lui. C'est une personne qui est portée au niveau de la base par la classe moyenne, justement les étudiants et autres. Et j'ai remarqué, vous également, vous connaissez la personne très bien, vous la soutenez. Et cette personne, Reti Amouli, je l'ai dit, on va nous trouver peut-être sa photo qui sera affichée de nouveau, qui a été ancien président du tribunal pénal international du Rwanda, et candidat. Il a été avocat. Il a été avocat, mais ancien président du TPIR. Il est avocat. Collectif des avocats au tribunal pénal international. Voilà, il est également avocat au barreau de Bukavu et président d'une convention pour la République, les institutions et le développement. Pourquoi est-ce qu'il commence à faire autant de bruit maintenant? Puisqu'il est aussi, il faut le dire, candidat, ou probablement candidat, au poste de président de la CENI. Eh bien, j'ai trouvé sa démarche tout à fait originale. Parce qu'il est le seul à avoir cherché à obtenir le soutien de la base pour aller présenter sa candidature. Alors que les autres candidats se sont juste contentés de chercher dans ceux qui sont dans les soutiens politiques. Les soutiens politiques pour dire, bon, est-ce que vous allez me soutenir pour... Or, nous savons tous que lorsque vous cherchez ce genre de soutien, on vous demande quelle contrepartie vous allez offrir. Donc lui, il a voulu éviter cela. Il a tenu à ce que ce soit effectivement cette population qui a exigé des élections différentes par rapport à ce qu'on a connu jusqu'ici, que ce soit cette population à partir de différents coins de la République qui porte
sa candidature. Et ça m'a semblé être la démarche qui correspondait justement à la situation du moment, parce qu'on veut cette fois-ci d'une CENI totalement indépendante. Parce qu'on se rend compte que, même si ça s'appelle Commission électorale nationale indépendante, oui. bon, l'indépendance, là, c'est à discuter. Est resté un mot. Oui. Vide, c'est discutable. Discutable. Donc on se dit, comment faire en sorte que nous ayons une CENI réellement indépendante? Est-ce que sa démarche a rencontré toutes vos recherches menées sur les élections en Afrique? Si non. Oui, laquelle? Non, parce que ma démarche à moi, c'était qu'il fallait repenser d'abord le système électoral lui-même. Parce que moi, je me suis dit que le système électoral tel qu'il est là, où les gens votent sans vraiment comprendre grand-chose à l'acte qu'ils posent, est peut-être la mère de toutes les difficultés que nous avons. Je me souviens qu'en 2005, lors du référendum, il y en a qui disaient déjà, moi c'est tel, hein. Ils croyaient que déjà le référendum c'était pour choisir son champion. On dit non, là on est encore au stade du référendum. On se prononce sur le projet de constitution qui est là, est-ce qu'on l'adopte ou on ne l'adopte pas. Alors, lorsque vous avez 80% d'électeurs qui sont dans cette catégorie-là, qui ne comprennent pas les enjeux d'une élection donnée, moi je me suis dit, tant qu'on n'aura pas touché à ça, on sera toujours en deçà des attentes des citoyens. C'est pour ça que je me dis, en amont, il fallait d'abord réfléchir sur quel est le meilleur système électoral pour que désormais nous ayons... C'est quoi ce système en fait? Est-ce qu'on doit quitter le stade d'avoir des centrales électorales un peu plus indépendantes ou probablement, comme l'avait dit quelqu'un que j'ai reçu également ici, il faut que ce soit le gouvernement lui-même qui assure les élections? Ça, c'est encore plus difficile. Hein. Donc là, il y a une étape préalable qu'il faut franchir pour que ce soit le gouvernement lui-même qui assure, parce que c'est ce qui se passe aux États-Unis, oui, en France, dans beaucoup de pays. Mais on n'a pas confiance en ce gouvernement. Alors, donc, vous voyez que nous sommes très loin de ce niveau-là où on peut organiser des élections par le pouvoir en place, l'administration en place, sans soupçonner qu'il y aura des interventions pour favoriser tel ou tel candidat. Aussi longtemps qu'on n'aura pas atteint ce niveau de confiance entre les gouvernants et les gouvernés, ça va être difficile d'imaginer que ce soit le ministre de l'Intérieur qui organise les élections. C'est pour ça qu'on a facilement convaincu les États africains à créer une structure indépendante qu'on appelle CENI. Et il y en a presque partout en Afrique. Si ce n'est pas CENI, c'est CEI, c'est voilà, la même appellation. Donc c'est presque partout la même appellation. Alors, donc, moi, je disais qu'en amont de ce qu'on est en train de faire, il fallait d'abord se demander, mais est-ce que tel que nous, on organise les élections en Afrique, pas seulement au Congo, est-ce que nous sommes sûrs que c'est la meilleure façon possible? Parce que lorsqu'on a observé les élections, comme c'est mon cas, depuis pratiquement la fin de la guerre froide, parce que, effectivement, pour moi, c'est quand Gorbatchev a pris le pouvoir en ex-URSS. La chute du mur de Berlin, etc. La chute du mur de Berlin et tout ça, que je me suis dit, mais si l'Afrique devait aussi se demander, mais comme il n'y a plus de guerre froide, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que la guerre froide a en quelque sorte gelé l'évolution des sociétés africaines en particulier. Parce que quand on était dans le camp des soviétiques, il était hors des questions de parler de démocratisation. Sauf de parler de la dictature du prolétariat. Dans le camp occidental aussi, il était hors des questions de parler du pouvoir des travailleurs, parce que directement on pense que c'est Moscou qui est derrière. Voilà. Donc la démocratisation a été en quelque sorte mise au frigo pendant cette période. Et c'est quand le mur de Berlin tombe, que Gorbatchev a clairement montré que lui, il était dans une voie nouvelle, où il voulait, pour son pays déjà, ce qu'il appelait la transparence et la restructuration. Dans la langue russe, il parlait de glasnost et perestroïka. C'est à ce moment-là que je me suis dit, l'Afrique devrait s'inspirer de ce qui est en train de se passer, parce que si, effectivement, l'Union soviétique entre dans la logique de la transparence, nous
nous engouffrer dans cette brèche et dire, mais nous aussi, on veut la transparence chez nous. Nous voulons une démocratie qui soit effectivement assise sur la transparence. Et la restructuration, c'est quoi? Si ce n'est la réorganisation, une meilleure organisation de la société pour qu'elle puisse effectivement faire émerger les meilleurs de ses fils et de ses filles. Alors, donc moi, déjà à ce moment-là, je me disais, si l'Afrique s'inscrit dans cette logique, alors l'indépendance qu'on a eue en 60, sous forme juste de formalité, sans vraiment toucher à l'essentiel, à ce moment-là, nous allons enfin acquérir la vraie indépendance que nous n'avons pas pu acquérir en 60. Et donc, après, vous avez rencontré Maître Reti Amouli et vous vous êtes dit, voilà, c'est la bonne personne. Alors, lui, Maître Reti, partage à peu près toutes ces idées-là, qu'il faut une démocratie plus exigeante, si on veut dire. Une démocratie qui puisse effectivement permettre l'émergence des meilleurs fils et filles du pays, non seulement au niveau, comme il y a un grand débat maintenant, au niveau du président de la République et de ceci. Non, c'est à tous les niveaux. Nous devons avoir les meilleurs d'entre nous, aussi au niveau de nos communes, au niveau de nos secteurs. À tous les niveaux, nous devons avoir les meilleurs. Et les meilleurs, c'est quoi? Parce que souvent, on dit, oui, mais les meilleurs, on en a vu, des gens qui ont des diplômes et tout ça. J'ai dit non. Ce n'est pas le fait d'avoir un diplôme qui fait de vous le meilleur. Non. Vous pouvez avoir 10 diplômes, mais être un voyou. On en a connu. On en a connu parce que quand on a été dirigé comme on l'a été, par avec des gens qui avaient des diplômes, l'élite intellectuelle, qui avaient des diplômes, eh bien, on se rend compte qu'il ne suffit pas d'avoir des diplômes. Il faut avoir un parcours moral et éthique qui impose le respect. Lorsqu'on a un parcours moral et éthique, en plus évidemment de tous les diplômes qu'on peut avoir, c'est là qu'on devient un vrai. Donc ces gens qu'on nous présente sont des personnes qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas de vrai parcours. La plupart, pas tous quand même, on ne peut pas être... on ne peut pas tout généraliser quand même. Il ne faut pas tout généraliser. Oui. Mais la plupart ont des diplômes, j'allais dire, sans conscience. En fait, vous avez la science sans la conscience. Alors, lorsque vous n'avez que la science sans la conscience... n'est que ruine de l'âme. Vous connaissez la suite de l'adage. Oui. Alors, justement, on parle de cette démarche. Au niveau de l'Assemblée nationale, les choses continuent d'évoluer. Il y a cette désignation. On attend que la société civile puisse envoyer, ainsi que les confessions religieuses puissent envoyer les noms de leurs candidats. Justement, où est-ce qu'il en est, Maître Reti, en ce moment, dans sa démarche? Il faut lui poser la question lui-même, mais moi je crois que lui, il a voulu montrer qu'il était effectivement possible d'avoir une personne à la tête de la CENI qui ne soit pas l'homme d'eux. Parce que c'est ça qui tue en fait au départ. C'est ça qui tue la CENI. C'est que lorsque vous y arrivez, on dit « Oui, mais celui-là, c'est tel, hein? C'est l'homme de tel. » De tel camp. De tel camp. Le simple fait de dire qu'il est de la société civile aujourd'hui ne convainc plus. Ce n'est pas parce qu'il vient, non pas d'un parti politique, mais d'une organisation de la société civile, qu'il devient pour autant quelqu'un de rassurant. Parce que l'expérience a montré que tous les dirigeants, tous ceux qui ont dirigé la CENI depuis Malou Malou, paix à son âme jusqu'à... M. Corneille Nangaa, c'était tous des gens, au départ, étiquetés société civile. Et ça n'a rien donné. Parce que l'indépendance dont nous parlons... On est déjà à la fin de l'émission, oui. L'indépendance dont nous parlons, c'est plus que le simple fait de dire, voici, moi je suis, mon étiquette, c'est ça. L'indépendance, c'est dans votre esprit et dans le parcours que vous avez. Justement, le parcours, il en a. Reti Amouli pouvait découvrir ses interventions sur Internet, sur YouTube. Il y en a plusieurs. Il n'est pas au pays, il me semble. Non, bien. Il n'est pas installé au pays. Pour marquer qu'il n'a pas d'acquaintance, il n'a pas de rapprochement politique. On espère bien le revoir très prochainement. Merci infiniment, Monsieur Mboni Gaba. J'aime bien prononcer votre nom modeste. Je rappelle, vous êtes auteur d'une trentaine d'ouvrages, dont des ouvrages sur les élections en Afrique. Merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est moi qui vous remercie.
Merci à vous tous également de votre fidélité réitérée. On se retrouve sans aucun doute au prochain numéro.